On en vient cette fois à la campagne des européennes. Demain jeudi, Emmanuel Macron se lance dans l'arène à la rescousse de sa candidate Valérie Ayé, à la peine dans les sondages. Elle est très loin derrière le Rassemblement national de Jordan Bardella, le RN qui a le vent en poupe malgré une nouvelle affaire. Elle concerne Fabrice Leggeri, ancien patron de Frontex et numéro 3 sur la liste RN. Il est accusé de complicité de crimes contre l'humanité et de torture. Il lui est reproché en fait d'avoir facilité ou même d'avoir participé au refoulement de migrants en Méditerranée. Son parti l'a défendu ce matin, écoutez. Ce ne sont pas des gens neutres, ce sont aussi des gens qui mènent des combats hostiles au Rassemblement national et des combats pro-migrants. Donc sur le fond, on n'est pas face à des adversaires ou face à des associations apolitiques, on est face à des adversaires politiques. Le tribunal appréciera, mais il y a une manœuvre politique, là aussi, en pleine campagne électorale, pour tenter de discréditer un haut fonctionnaire qui n'a fait que son devoir, qui a souhaité le faire du mieux possible, dans le respect, je le redis, du droit de la mer et d'un cadre légal. Voilà, plainte déposée par la Ligue des droits de l'homme et par Utopia 56, Olivier Costa. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, spécialiste de l'Union européenne, chercheur au CNRS, au CEVIPOF. Monsieur Chenu parle d'affaires médiatiques, politiques. C'est pas une aubaine finalement cette affaire. Le refoulement des migrants, c'est ce que demande l'électorat RN. Oui, je ne pense pas que cette affaire soit préjudiciable au Rassemblement national. D'abord parce que d'une manière générale, le fait que des candidats dans des partis populistes aient des problèmes avec la justice n'a jamais été quelque chose de très perturbant pour son électorat. On peut penser par exemple à M. Trump aux États-Unis. Plus il est impliqué dans des histoires et plus les gens veulent voter pour lui. Et deuxièmement, vous l'avez dit, les faits pour lesquels M. Leggeri est mis en cause, c'est-à-dire d'avoir été trop dur dans son application du droit de la mer à l'époque où il était à la tête de Frontex, c'est pas quelque chose non plus qui va forcément choquer l'électorat du Rassemblement national. Mais l'affaire a été révélée en 2022, ça fait 2 ans. Pourquoi est-ce qu'elle intervient maintenant en plein contexte de campagne ? Je ne connais pas les détails, mais d'abord, M. Leggeri n'était pas prévu pour être numéro 3 de la liste sur le Rassemblement national. C'est quand même une information qui est relativement récente et évidemment, il y a un jeu politique autour de ça. En tout cas, les sondages donnent le Rassemblement national ici en France à plus de 30%, parfois 31%, 32%. Pourquoi, à votre avis, il y a un désir de Rassemblement national ? On ne les a toujours pas essayés, tentons ? Il y a deux choses. Il y a d'abord un vote de protestation. On a quand même un gouvernement qui est usé. Emmanuel Macron est à l'Élysée depuis un certain temps maintenant et d'une certaine manière, il a perdu un peu son mojo. Et puis, il y a ce que vous indiquez aussi, peut-être chez une partie de l'électorat, l'idée que à la fois les sociodémocrates, les démocrates chrétiens et les centristes ont échoué à répondre à leurs attentes, quelles qu'elles soient, et que finalement, le Rassemblement national est une solution qui n'a pas été essayée. N'oublions pas que le Rassemblement national, depuis qu'il est rentré en masse à l'Assemblée nationale en 2022, s'est tenu relativement tranquille pour s'acheter une forme de conduite et de respectabilité qu'il n'avait peut-être pas avant, et il engrange les bénéfices de cela aujourd'hui. Et l'extrême droite a le vent en poupe sur tout le continent. Oui, l'extrême droite a le vent en poupe, peut-être pas sur tout le continent en moyenne, oui, pas dans tous les pays, mais par exemple en Allemagne, au Portugal, en Bulgarie, on a des listes d'extrême droite aussi qui montent assez fort, tout simplement parce qu'on a un contexte anxiogène qui est assez favorable à un vote d'extrême droite. Mais on ne prédit pas un basculement de majorité. La droite dite traditionnelle restera majoritaire au Parlement européen ? Oui, on a une élection qui est proportionnelle, donc les mouvements dans la composition des groupes sont relativement limités. On va avoir un peu plus de députés à l'extrême droite. Les démocrates chrétiens, donc le groupe du PPE, vont garder la première place. Maintenant, il peut y avoir des changements dans les alliances et peut-être une tentation pour la droite de gouvernement sur certains sujets d'aller travailler avec des gens plus à droite qu'eux, ce qui n'arrivait pas beaucoup jusqu'à présent. En tout cas, en France, la principale victime de cette percée plus que percée du Rassemblement national, c'est la majorité, Renaissance, Valérie Ayé, qui dégringole de plus en plus chaque jour dans les sondages. On la retrouve au dernier sondage à 16%. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, elle est d'une certaine manière victime de l'impopularité du président, qui n'est pas dans la même situation qu'en 2019. En 2019, il se battait encore pour avoir la première place, qu'ils n'ont pas eu, mais ça s'est joué à peu de choses. Aujourd'hui, on a quand même une situation politique qui est beaucoup plus compliquée pour Emmanuel Macron. Elle joue aussi son manque de notoriété. Les gens ne la connaissent pas et donc elle n'arrive pas à percer dans la campagne. Et ensuite, elle paye très cher le succès de Raphaël Glucksmann, de Place Publique, qui
qui est tête de liste de la liste du Parti socialiste, qui tient un discours qui plaît à un certain électorat, qui est l'électorat socialiste, qui s'est laissé tenter par Emmanuel Macron à l'époque de la NUP et qui maintenant a de nouveau un candidat pro-européen, relativement modéré. Et Glucksmann est en train de faire de très jolis scores dans les sondages. Il est entre 12 et 14%. Hein. 12 et 14%. Il était à 6%, je crois, il y a 5 ans. Voilà, parce que personne ne le connaissait. Il y a une belle dynamique là derrière. On voit que la NUP est en train de s'effriter d'une certaine manière. Et là, il y a un coup à jouer pour l'électorat de centre-gauche qui a un candidat, d'une certaine manière, qui est en ligne avec ses convictions pro-européennes et modérées. Alors, on reparlera de la NUP tout à l'heure, mais Emmanuel Macron, donc, qui se lance, disons, à la rescousse de Valérie Ayé avec ce grand discours demain à la Sorbonne, 7 ans après le discours de 2017, où il avait marqué les esprits, hein, il avait demandé à ce que l'Europe soit plus audacieuse. Le bilan européen d'Emmanuel Macron, il est bon ou pas ? C'est difficile à dire. Un pays seul, un leader seul ne peut pas faire des choses à l'échelle européenne. Et ce qu'il a manqué à Emmanuel Macron, c'est un certain nombre de partenaires pour faire avancer concrètement les dossiers. Même le couple franco-allemand ne fonctionne pas très bien ces dernières années. En revanche, si on relit aujourd'hui le discours de 2017, on peut voir qu'Emmanuel Macron a eu raison un peu avant tout le monde, parce qu'il était en train d'avancer, de souligner la nécessité que l'Europe s'occupe de défense, s'occupe de sa sécurité. Il parlait d'Europe puissance, qui étaient des concepts assez nouveaux à l'époque. Il parlait d'autonomie stratégique. Et tous ces sujets sont au cœur du débat aujourd'hui. Maintenant, il faut concrétiser tout ça, faire des propositions pour faire avancer ces dossiers dans un contexte européen qui n'est vraiment pas facile. Ça veut dire qu'il avait raison avant tout le monde, mais là, les Français en font un référendum pour ou contre lui. Oui, d'une certaine manière, on sait que depuis un certain temps que M. Macron veut faire un discours sur les questions européennes, et je pense qu'il le fait maintenant pour, vous l'avez dit, aller à la rescousse de sa candidate qui ne fait pas fort dans les sondages. Dans un premier temps, je pense qu'il voulait prendre ses distances par rapport à cette élection en disant c'est eux, c'est pas moi, parce qu'il n'a pas envie d'en payer le prix politique. Mais là, il n'a plus le choix, il doit s'y coller, il doit essayer de sauver la liste Renaissance. Et Gabriel Attal, il est où, lui qu'on présentait comme le rempart anti-Bardella ? Gabriel Attal s'est fait très discret sur cette affaire, et je pense que peut-être du côté de l'Élysée, on n'est pas excessivement ravi de ça. Il s'occupe très peu des questions européennes, parce que lui non plus n'a pas envie d'endosser, de prendre la responsabilité d'un score qui promet de ne pas être fameux. Les Insoumis, quelle est leur stratégie ? On a le sentiment qu'ils se perdent un peu dans le conflit israélo-palestinien. La Mathilde Panot a été convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Ils ont décidé de faire campagne très fortement sur ce sujet-là pour séduire une partie de la gauche et essayer de séduire aussi un électorat qui est très mobilisé par la question de la situation à Gaza. Il y a quelque chose d'un peu étrange parce que ce sont les élections pour le Parlement européen, que le Parlement européen n'a pas de compétences spécifiques sur ces questions-là, que même l'Union européenne n'a pas des compétences immenses sur ces questions de politique étrangère. Et là, on a effectivement une stratégie qui est un peu étonnante et qui risque de conduire les Insoumis à revenir à leur score réel dans l'opinion publique, et peut-être plus 6 ou 8% que les 22 qu'avait fait M. Mélenchon au premier tour de la présidentielle en bénéficiant du report de voix de toute la gauche. C'est encore une élection européenne qui est victime de l'ingérence chinoise, de l'ingérence russe ? Oui, on le sait, il y a des tentatives de toutes parts. On sait que M. Glucksmann a été particulièrement visé par des réseaux chinois, ouais. Puisqu'il a toujours été très actif sur la question, par exemple, des Ouïghours, et donc ils tiennent à lui faire payer cela. Et on sait que depuis une quinzaine d'années, chaque élection européenne fait l'objet d'un certain nombre d'ingérences de ces pays-là, via les réseaux sociaux, via les fermatrolles, via un certain nombre de médias, et aussi d'ingérences plus directes, puisqu'on sait que certains partis politiques ont pu, dans le passé, bénéficier de financement du côté des autorités russes. Un dernier mot des Verts, Olivier Costa, sont les grands perdants de cette élection à venir, eux qui normalement réalisent de bons scores aux européennes. Là, ils sont crédités de 7%, la liste de Marie Toussaint. Oui, il y a une crise des Verts, et pas seulement en France. On sait qu'il va y avoir un repli du vote écologiste au Parlement européen, qui est lié, je pense, à la situation de crise qu'on connaît aujourd'hui dans l'Union européenne. Le fait que les items qui sont à l'agenda des partis politiques, ce sont les migrations, ce sont les questions de sécurité, ce sont les questions de croissance, ce sont les questions de pouvoir d'achat. Et sur toutes ces questions-là, ce n'est pas des questions très centrales dans le programme des Verts. Donc, d'une certaine manière, les électeurs se détournent des Verts pour cette élection. Merci infiniment, Olivier Costa, d'avoir répondu à nos questions.